Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamne plus l'info sans l'avoir jugé. True TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre à cette émission Le Tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. C'est un propos de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, diplomate ghanéen Kofi Annan, et c'est à méditer en cette journée du 31 juillet 2019, dernier numéro pour ce mois de juillet, avant-dernier numéro bien sûr pour la première, on va dire pour cette saison du tribunal de l'actualité. Bienvenue à tous et à toutes, je suis Loukman Sanfo, merci de nous suivre à travers la radio Watt FM, la radio de l'information juste, et aussi à travers True TV, la télé interactive et l'ensemble des réseaux synchronisés des médias qui suivent cette émission. N'oubliez pas aussi la version internet à travers infowakat.net en tout lieu et en tout temps. Merci de nous rejoindre. Bonjour messieurs les juges au siège. Geoffroy Vaha Benabouma. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité pour donner votre lecture de la situation tant nationale qu'internationale. Alors ce matin, pour ce mercredi, nous allons nous intéresser à la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération TAC 8 entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui se tient depuis le 27 juillet 2019 à Ouagadougou. Elle a débuté donc par la rencontre des experts et s'achève ce jour 31 juillet 2019 par la rencontre entre les deux chefs d'État. Quel regard porter à cette 8e édition, on va dire comme ça, à travers les enjeux, le contexte et surtout la pertinence de ce TAC. On va y porter un jugement spécifique à cette émission, le tribunal de l'actualité. Et nous avons un soutien de notre consultant sur les questions de relations internationales, Oumarou Paul Kwalaga, est avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur le juge, monsieur les juges, bonjour monsieur le président du tribunal. Je précise que vous êtes invité, pas convoqué. Mesdames, messieurs, voici la première partie de l'émission, les avant-propos. Première partie de l'émission, les avant-propos des juges au siège de cette émission, le tribunal de l'actualité. Et je commence par donner la parole à Bernard Boukma. Merci président. Mon avant-propos va concerner la disparition du Dima, donc Nabasonre, donc le Dima de Boussouma, qui aura marqué en tout cas la scène politique burkinabé. Et sur le plan du trône, qui a pratiquement 52 ans de règne, parce qu'il a accédé au trône pratiquement aussi à 22 ans. C'est un commis de l'État parce que c'est un administrateur et puis bon, qui a en tout cas marqué l'Assemblée nationale depuis de longues années. Et c'est sûr qu'il va manquer aussi à cette scène politique burkinabé
avec son calme et puis un aspect du visage impassible. C'était aussi l'incarnation de la présence de la chefferie traditionnelle dans le milieu religieux. Donc, il a pratiquement régné dans sa zone jusqu'à ce qu'il ait tiré sa révérence hier. Et donc, j'ai dit qu'il va manquer à la scène politique burkinabé, parce que parfois vous oubliez qu'il y a un député qui s'appelle Dima de Boussouma, et puis bon, voilà. Donc c'est ça aussi la réalité, quoi. Donc j'ai dit qu'il va manquer à cette scène politique-là, mais aussi il aura marqué aussi l'univers de la chefferie coutumière et religieuse à travers son long règne, comme je l'ai dit, 52 ans. C'est pratiquement la moitié d'un siècle, hein. Donc c'est quand même un héritage politique qu'il laisse à son parti, donc c'est le RDS. Donc il appartient maintenant aussi aux auteurs de pouvoir maintenir le cap avec cet héritage politique-là. Donc ce qu'on souhaite, c'est que la terre libre et légère du Burkina, comme on le dit traditionnellement, lui soit légère. Et donc paix à son âme et puis à toute sa famille, condoléances aussi à toute sa famille, parce qu'il a eu plusieurs familles politiques, culturelles, religieuses et j'en oublie. Voilà. Vous l'avez si bien dit, par votre voix, le tribunal de l'actualité présente ses condoléances à toute la nation entière du Burkina Faso et surtout sa famille politique et sa famille nucléaire. Geoffroy Vara, c'est à vous. Merci Président. Moi, mon avant-propos ne sera pas long. C'est la nouvelle qu'on a pu apprendre. Rosine Koulibaly qui ira en Guinée-Bissau représenter le secrétaire général de l'ONU, comme pour dire que le Burkina a des compétences et puis que la dame aussi a ces compétences-là. On va lui souhaiter bon vent et puis c'est toujours intéressant d'entendre, de voir des Burkinabés être et parler ainsi donc du pays là où ils sont de par les qualités qu'on leur reconnaît. Et pour moi ça c'est très important que de le dire. Et c'était mon avant-propos d'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Sans beaucoup de profondeur, bien sûr. Merci de nous le partager à cette émission. Le tribunal de l'actualité, mesdames, messieurs. À présent, nous allons parler de TAC 2019, puisque vous savez déjà que la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se tient depuis le 27 juillet 2019. Elle a débuté par la rencontre des experts et qui s'achève aujourd'hui avec cette rencontre entre les deux chefs de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara et celui du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Alors les deux gouvernements se sont réunis dans le cadre de cette 8e conférence du traité d'amitié et de coopération pour examiner et adopter les résultats des travaux des experts, des résultats qui seront ensuite soumis aux deux chefs d'État. Et on a aussi vu la cérémonie officielle d'ouverture qui a eu lieu, qui est intervenue hier mardi 30 juillet avec ce conseil conjoint des deux gouvernements. Alors on porte un jugement sur les enjeux pour cette édition 2019 avec Oumarou Paul Karga en appui. Peut-être pour commencer, parlons encore une fois de la pertinence de l'idée des TAC. On sait dans quelles conditions l'événement a été créé, a été initié par les deux pays, mais il y a aussi, comme on pourrait l'entendre dire, hein, l'écrivain Auguste Strindberg qui définit la politique étrangère comme étant la coopération entre les classes supérieures des différentes nations, c'est-à-dire qu'il y a souvent une collaboration entre les nations, mais pas une appropriation du contenu par les populations. Pour ce qui est des TAC, quelle est votre approche, quel est votre regard de cet événement qui lie les deux pays? Alors, je vous remercie pour l'invitation, afin de pouvoir aussi contribuer à éclairer les uns et les autres sur, vous avez dit, la pertinence du TAC. Je crois qu'on a déjà plus ou moins intervenu sur cette question à plusieurs reprises. Il est toujours bon de rappeler que, vous l'avez aussi dit, situer le contexte. Vous savez, dans la vie des nations, qui est en général rythmé par des rapports, je le dis pacifiques, mais par moments aussi il y a des situations de crise ou de turbulences qui peuvent arriver. Et quand on a un pays comme la Côte d'Ivoire et le Burkina qui sont des voisins qui partagent beaucoup de choses ensemble, on n'a pas besoin de rappeler à plusieurs niveaux, il faut avoir un instrument qui permette justement non seulement de calibrer les relations bilatérales entre ces deux États, au niveau politique bien sûr, je pense que c'est
d'abord ça le plus important, créer le cadre, créer les conditions. Mais évidemment, comme vous savez, en relation internationale, il n'y a pas que la structuration politique. Il y a aussi la structuration économique et la structuration sociale. Pour dire que ce traité d'amitié et de coopération, si évidemment on a l'impression que c'est le niveau politique qui est très visible, il y a à côté un certain nombre d'activités au niveau économique. Je crois qu'il y a un forum d'affaires, d'hommes d'affaires entre les hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés. L'année passée déjà, ça s'est tenu, organisé par la Chambre du commerce, et je crois qu'on est dans toujours cette dynamique. Cette année, au niveau culturel, par exemple, je crois qu'il y a des activités qui ont été organisées au niveau du CAO pour permettre justement un brassage et de permettre aux deux peuples de pouvoir communier de très près et de partager un certain nombre de valeurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit véritablement. Maintenant, la pertinence, je crois qu'elle n'est pas démontrée. Aujourd'hui, vous savez, quand vous avez un pays comme le Burkina Faso qui se projette sur la scène internationale, c'est à la recherche d'un certain nombre de gains, de s'affirmer aussi. Vous avez un partenaire comme la Côte d'Ivoire qui compte au niveau de l'UEMOA et qui est votre voisin immédiat. Si vous voulez aussi assurer votre leadership et que vous avez un partenaire comme la Côte d'Ivoire, je crois que c'est assez intéressant. Et c'est assez inédit comme cas de concertation et qui va permettre non seulement de travailler sur la coopération de façon plus globale, mais de juguler et de pouvoir amortir et avoir des ressorts pour pouvoir souvent amortir un certain nombre de tensions qui peuvent survenir, parce que comme dans la vie des hommes, il y a des moments où il y a quelques tensions, et ce cadre-là permet très rapidement de pouvoir rattraper et de régler un certain nombre de questions à tous les niveaux, sans passer forcément par des mécanismes souvent qui non seulement sont très coûteux, mais qui peuvent aussi jouer sur les populations. Donc on travaille, c'est les politiques qui tracent le cadre pour aller directement, pour terminer, mais les vrais bénéficiaires, ce sont les populations. Donc ça revient aux populations aussi de s'approprier. Donc une émission comme celle-là, elle est assez bonne pour expliquer que les populations doivent prendre une part importante. Donc il y a la société civile également qui doit jouer son rôle, qui doit plus ou moins aller en profondeur. Je crois que il y a une structure comme la COPTAC qui essaie tant bien que mal de pouvoir aussi apporter, voilà, promouvoir ce cadre. Maintenant, il faut aller peut-être plus en profondeur en apportant une lecture, une expertise sur un certain nombre de questions. Voilà ce que je pouvais déjà dire d'entrée de jeu sur la pertinence et le contexte. Je vous passe la parole justement pour sur la pertinence de cet événement, parce qu'on ne peut pas occulter les conditions ou le contexte dans lesquels ce traité a été initié en pleine crise ivoirienne en 2008, et beaucoup n'avaient pas vu, au-delà des raisons politiques de l'époque, ce TAC transcender le temps. Aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans que ça existe. Alors, est-ce qu'on peut conclure qu'on a su trouver un contenu qui va au-delà de l'aspect politique qui avait en tout cas justifié la création de ce TAC-là? Je pense que parce qu'on parle de traité d'amitié et de coopération entre deux pays qui sont liés historiquement et qui a une amitié aussi qui date d'il y a longtemps, qui a été en dents de scie selon quelquefois certains intérêts politiques, mais une coopération qui pour moi n'a pas attendu l'élite ou les autorités pour que ça puisse s'asseoir dans la masse. Aujourd'hui, le flux de transactions commerciales qu'il y a entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est un flux important. Et ça, cette intégration de la masse n'a pas attendu les autorités pour en donner le là. Donc je veux dire que aujourd'hui, quand je regarde, c'est comme des textes et des réflexions qui encadrent une réalité qui existe déjà. C'est-à-dire deux peuples qui commercent ensemble, qui ont des échanges ensemble, qui ont même une histoire qui se conjugue. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, le TAC qui vient aussi à un moment donné où il y a beaucoup plus de problèmes politiques, ça il faut le dire aussi, entre les deux pays, parce que c'était cela aussi qu'il fallait pouvoir aborder sereinement, parce qu'il fallait trouver aussi le moyen de mettre ces autorités-là sur une même table. Et c'est pour ça aussi, pendant longtemps, tous les observateurs le diront, le TAC avait, pour ce qui est de ces points mis en avant, ce politique. Lorsque Gbagbo était là, avec notamment Compaoré, vous vous rappeliez les heures chaudes de discussion auxquelles les journalistes tenus un peu à l'écart attendaient et tout, machin, et parce que le gros sujet était d'abord politique. Mais ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, c'est que ce TAC-là,
il a pu survivre et puis il a pu mettre maintenant en avant les questions de développement, les questions qui intéressent peut-être et qui impactent, on va dire comme ça, le citoyen de façon plus intéressante. Avant, c'est vrai que c'était des questions qui étaient abordées. Aujourd'hui, on communique moins sur le politique, mais beaucoup plus sur les questions de développement, même si il y a des questions politiques aussi qui doivent être abordées et quelquefois avec beaucoup de finesse. Et quand aujourd'hui on se rappelle de mai dernier, parce qu'il y a un comité quand même de suivi qui travaille, donc interministériel, quand vous voyez les points, vous êtes content, parce qu'on parle du chemin de fer, par exemple Abidjan-Kaya, avec son prolongement jusqu'à Tombao. On parle par exemple de la question de cette autorité Abidjan-Ouagadougou. Vous voyez un peu, c'est des questions de développement. Quand on parle de TAC, c'est la question aussi des engagements pris sur la fourniture d'électricité. Le passage maintenant, c'est le cap de 70 MW à 90 MW. Ça, c'est des questions qui impactent directement les populations. Et le TAC aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus ces questions-là, et beaucoup moins les bisbilles politiques qu'il y avait entre les figures de proue de nos pays et qui trouvaient en ce rendez-vous-là le moyen de se parler, parce qu'à un moment donné c'était très difficile la communication. Mais pour moi c'est un TAC aujourd'hui qui est dans une dynamique nouvelle et intéressante pour les deux peuples. Bernard, mais la réalité pour ce TAC, c'est que son histoire n'a pas été quand même un long fleuve tranquille. On a vu qu'après l'insurrection, les relations entre les deux pays avaient quand même pris un coup de froid, on peut le dire ainsi. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre analyse, on peut dire que le TAC a retrouvé ses marques? Oui, mais il faut également dire que les relations entre les États n'ont jamais été comme un fleuve tranquille. Même les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, historiquement, ça n'a pas été également un long fleuve tranquille. Après les indépendances où c'était vraiment bien entre Houphouët-Boigny et Maurice Yaméogo, jusqu'à ce que Maurice propose d'ailleurs la double nationalité entre les citoyens des deux pays. Et après la chute de Maurice, et donc ce qui s'est passé à Ouagadougou, ça n'a pas plu au vieux Houphouët. Et donc en son temps, les choses ont été suffisamment tendues. Mais ça a pris encore suffisamment de tension sous la Révolution entre Thomas Sankara et Félix Houphouët-Boigny. Après, les choses se sont réchauffées pendant l'épisode Blaise Compaoré et tout. Donc, au gré des mouvements politiques dans les deux pays, effectivement, il y a une froideur ou bien un réchauffement. Et donc, pendant la crise ivoirienne, pratiquement des années après la mort d'Houphouët, quand l'ivoirité a été instrumentalisée sous le magistère de Henri Konan Bédié, jusqu'aux élections de 2000, en passant par la crise de 2002, la guerre, la rébellion de 2002, pour aboutir à la crise post-électorale 2010-2011, naturellement, il y a encore eu un froid. Jusqu'à ce que les choses se renormalisent encore entre Blaise Compaoré et Alassane Ouattara, jusqu'à ce que Blaise aussi quitte, et puis donc, c'est la réalité aussi entre les mouvements, en fonction des mouvements politiques de la Côte d'Ivoire et ou du Burkina, il y a un impact, curieusement, sur les deux pays, alors que ça ne l'est pas avec les autres pays. Pas forcément avec le Niger, pas forcément avec le Togo, pas forcément avec les autres pays limitrophes du Burkina ou de la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que entre les deux pays, il y a un lien fort culturel, un lien fort historique, qu'effectivement, il y a de l'impact. Parce que Ouagadougou, quand il y a des élections à Abidjan, Ouagadougou scrute. Quand il y a des élections à Ouaga, Abidjan scrute. Donc, effectivement, il y a ce lien-là qui est très fort entre les deux pays, au point où les mouvements politiques impactent directement, même sur le quotidien des populations. Donc, ça, et on a vu que pendant la crise ivoirienne, au Burkina, les gens, dans les radios, vous jouez un morceau de la Côte d'Ivoire, vous avez des problèmes. Ah oui. Ça, les animateurs de ces années-là peuvent vous le dire. Il y a des gens qui vous appellent, qui disent, ils nous insultent, ils tuent nos compatriotes, et puis vous jouez. Ça veut dire que l'impact est réel. Donc ça veut dire que, compte tenu de cet impact-là, il y a quand même un substrat sur lequel on peut travailler ensemble. Sinon, il n'y avait pas de raison qu'une rébellion éclate dans un pays, et puis voilà. Donc il y a ce lien historique-là qui est très fort, différent effectivement des autres pays. Donc dans ces conditions, voilà. Maintenant, pour revenir à votre question pour dire est-ce que réellement les choses se sont normalisées, ce sont des acteurs politiques qui regardent d'abord leurs intérêts, qui regardent leur positionnement. Qu'est-ce que je peux avoir avec celui de la Côte d'Ivoire ou celui du Burkina? Et 2020 arrive,
les Burkinabés de Côte d'Ivoire ont voté. Vous voyez qu'il y a des ministres burkinabés qui font des tournées là-bas et dans leur localité, parce qu'il y en a qui y sont nés. Donc ils repartent là-bas et certainement ils ont besoin aussi des Ivoiriens, des cadres ivoiriens avec qui peut-être ils ont fait l'école primaire ensemble pour soutenir dans son fier, pour dire écoutez, il faut m'aider à mobiliser parce que mon parti part à la conquête. Et donc il y a cette réalité-là qui est là qu'on ne peut pas nier. Donc vous êtes en train de dire que le TAC vit souvent en fonction des hommes qui sont en présence. Tout à fait, et de leurs intérêts du moment. Les intérêts du moment de Blaise et de Gbagbo ne sont pas forcément les intérêts du moment de Blaise et de Alassane et de Roch Kaboré et de Alassane. Pas forcément. Donc il y a cette réalité-là qu'il faut accepter. Maintenant, effectivement, il y a un effort qui a fait. Pourtant, Geoffroy a décrit le TAC comme une réalité qui existait et ce traité n'a été qu'une mise en forme. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des bisbilles. Ça n'a pas empêché que, à un moment donné, des Burkinabés interdits de jouer tel ou tel aspect. Ça n'a pas empêché que des Ivoiriens disent droit dans les yeux de certains Burkinabés. Chez vous, il y a quoi? Il n'y a que de la poussière, il n'y a rien. Ça n'a pas empêché cela. Mais ça, c'est au niveau des peuples, même au niveau des citoyens. Donc, mais la réalité de ce que Geoffroy dit est vrai. L'histoire des deux pays est tellement imbriquée que le TAC n'a formalisé que quelque chose qui existe. Mais on est en train effectivement de quitter d'un TAC politique à un TAC beaucoup plus de développement. En 2016, à Yamoussoukro, il y a des décrets qui ont été pris au niveau des deux pays pour formaliser des engagements qui avaient été pris lors du Conseil des ministres conjoints de 2008-2009. Mais qui n'avaient pas été formalisés sur papier en termes de décret, donc qui ne pouvaient pas être appliqués. Mais c'est 2011 que ces choses-là ont été actées. Mais ça, c'est sur le plan politique. Mais ce sont des formalités administratives pour d'abord construire les cadres de la coopération sur le plan culturel, sur le plan des enseignements, du partage de connaissances, de la coopération dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine des médias, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la justice, avant maintenant d'arriver au grand chantier de développement. Et donc l'impact visible maintenant, on est en train de passer à ces grands projets de développement que sont les autoroutes, les interconnexions et dans bien d'autres domaines, et le partage de connaissances par rapport à la coopération entre les écoles de formation professionnelle ivoiriennes et burkinabais. Mais là, effectivement, nous sommes dans un autre niveau de collaboration et ou de coopération. Mais avant, c'était beaucoup plus politique. N'oublions pas que le contexte est né dans un climat politique qui n'était pas aussi serré. Et Gbagbo aussi avait besoin de l'appui de Ouagadougou pour pouvoir remporter à un moment donné les élections. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Il y avait un calcul derrière. Et Blaise aussi avait besoin de normaliser les choses pour avoir suffisamment de la sympathie avec les Burkinabés de Côte d'Ivoire, mais aussi avec les Burkinabés vivant sur le sol burkinabé, pour dire que oui, effectivement, il a pu gérer la situation, il est maître de la situation, parce qu'à un moment donné, ça coinçait par rapport à sa longévité au pouvoir. Donc, à un moment, lui aussi, il avait besoin de ce ressort politique-là, au plan interne et au plan externe, pour redorer son blason. Et compter sur ces messieurs ici en termes de dividendes politiques, parce que les Ivoiriens, les Burkinabés de l'étranger, de l'extérieur devaient voter à partir de 2015. Ça avait été acté pour le pays test, c'était la Côte d'Ivoire. Donc, il y a ces calculs politiques-là que les deux avaient, qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. D'accord. Je ferai peut-être un dernier aspect de forme, c'est l'édition 2019. Est-ce que vous sentez résolument les populations en faire leur événement? Parce que quelqu'un a fait remarquer que pendant qu'on parle d'un événement qui unit les deux peuples, sur les affiches qui parlent de l'événement, on a le président Kaboré et le président Ouattara qui sont les symboles de cette célébration. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné aux populations cet acte-là pour en faire le leur. Bon, moi je pense aussi qu'il faut comprendre que le TAC, pour moi, c'est aussi un rendez-vous, politique où vous avez des autorités qui se rencontrent et qui décident de grands accords et de grandes actions à mener ensemble. Et ceux qui symbolisent cette dynamique-là, c'est les chefs d'État. Je ne sais pas si on prend votre photo, monsieur s'en fout, on prend la photo de quelqu'un d'autre, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire, on saura que vous êtes burkinabé, l'autre il est ivoirien. Je sais au moins que quand on regarde Alassane, je suis désolé, mettez un burkinabé, mettez un ivoirien, vous me parlez de quel trait? C'est peut-être que si on met Alassane, on met comment dire, le président le président Roch, c'est avec Kaboré, c'est
symbolique, ça frappe tout de suite. Et puis pour moi, c'est des politiques communicationnelles. Voilà, ça c'est leur service qui ont regardé, ils ont cherché à voir qu'est-ce qui symbolise le mieux, et puis ils ont fait des propositions. Je pense que quand Angela Merkel... Est-ce que ça ne fait pas que les populations regardent de loin l'événement? Je dis quand Angela Merkel vient ici, je sais pas si c'est la photo d'un autre Allemand qu'on met sur les bon, ça c'est pas ça le débat. Maintenant, pour moi, la question de l'appropriation même du TAC, ça aussi, il y a une dynamique qui doit être, c'est vrai, celle intéressante, notamment du traité en lui-même et ceux qui l'organisent, à pouvoir avoir des programmes comme on a pu le diffuser dans nos sessions d'information, où il y a des nuits culturelles. Je pense que les nuits culturelles, c'est pas seulement à faire à l'intention des autorités venues d'Abidjan et celles qui sont ici. Non, c'est pour que les Burkinabés découvrent, pour certains, ou revoient encore ce qu'est la culture ivoirienne et vice versa. Donc c'est des initiatives dont le destinataire premier, c'est le citoyen lambda. Mais ça aussi, quand vous savez, il faut accepter de vous déplacer et puis venir regarder ces choses. Donc je dis, on ne fait pas le bonheur de quelqu'un malgré, mais le plus important pour moi, c'est quoi? C'est que la question de ce brassage-là et la question de cette interrelation et ces vases communicants entre ces deux peuples, je dis, ils n'ont pas entendu les autorités pour cela. Donc c'est pas le folklore, pour moi, d'une semaine qui change beaucoup de choses. Il y a un état de fait, c'est qu'il y a deux peuples qui sont très liés. Maintenant, il faut que derrière, sur certaines questions clés de développement, par exemple, il y ait des engagements forts. Quand vous prenez, par exemple, le TAC passé, 7e, il y a eu des accords très intéressants qui ont été passés sur la question de la jeunesse. Et sur la jeunesse, ils ont décidé de mettre un fonds ensemble. Si vous comprenez la question des femmes, ils ont décidé de mettre un fonds ensemble avec des quotes-parts très clairs, bien définis, que ce soit celle de la partie burkinabé comme celle de la partie ivoirienne. Sur la question du numérique, ils ont décidé aussi des choses assez intéressantes. Sur la question même de la coopération audiovisuelle, des choses très intéressantes avec le partage des expériences cinématographiques et tout, des films et tout. Ça, c'est des concrets. Pour moi, ça, c'est du concret. Vous aurez une RTB, par exemple, ou vous aurez une RTI qui en bénéficieront, dont les agents en bénéficient. C'est des choses concrètes pour moi. Et comme je le disais tout à l'heure, la route, le chemin de fer, c'est des choses concrètes. C'est ce que les populations attendent. Maintenant, la semaine où on vient, on fait du folklore, pour moi, c'est pas ça le plus important, parce que c'est des peuples qui ont le brassage constaté depuis longtemps, mais qui attendent une formalisation d'un certain nombre de choses. Et je pense que c'est ce à quoi servent la plupart des rencontres qu'il y a, et notamment d'identifier sur les projets qui sont porteurs. Quand on prend par exemple la question de la route qui tarde, de comprendre où est le goulot d'étranglement. On s'est dit à la base que quand la Côte d'Ivoire va sur le marché international ou demande à ses partenaires techniques, accompagnez-moi pour la construction d'une route d'Abidjan à ma frontière, et que le Burkina lui aussi demande, va faire le même lobbying de Ouagadougou à ma frontière, c'est clivant. Si vous allez ensemble, c'est différent. Et on s'est dit qu'avec ça, on allait passer le cap assez vite, mais jusqu'à présent, c'est des choses qui piétinent. Pourquoi? Après, on saura avec ces rendez-vous-là. C'est ça le plus important pour moi aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on ira directement au fond maintenant, quand on regarde un peu les recommandations de la précédente édition qui ont été examinées à la présente. On voit quand même qu'il y a certains projets, comme Geoffroy l'a pu relever, qui sont encore en souffrance, qui ont des difficultés d'implémentation. Est-ce que le défi du TAC, c'est de tenir à chaque édition un sommet, ou bien c'est d'implémenter ce qui a été déjà décidé entre-temps? Non, mais avant les sommets, il faut dire qu'il y a des cadres de suivi et d'évaluation de ce qui a été fait entre, je vais dire, deux sommets. Entre deux sommets, il y a des rencontres. Peut-être que ça n'a pas, je vais dire, la visibilité peut-être qu'on aurait pu souhaiter, mais sinon, déjà les experts sur un certain nombre de questions de façon sectorielle se rencontrent, essaient de faire une évaluation, essaient de faire un bilan. C'est en cela que je dis que, par exemple, les acteurs de la société civile seraient, je vais dire, assez à l'aise peut-être par exemple pour suivre un peu ce qui se fait par exemple par les gouvernants. Il y a des experts qui sont commis à la tâche pour pouvoir essayer de lever un certain nombre de goulots d'étranglement, parce que c'est pas toujours facile. Disons tout à l'heure, Geoffroy parlait des négociations par exemple sur le marché international. Il y a la volonté politique qui peut être affichée de part et d'autre. Maintenant après, de façon technique et avoir
pas en plus les capacités des négociations pour lever un certain nombre de ressources pour pouvoir mettre en œuvre, parce que ce sont des projets structurants, ce sont des projets, on l'a dit, dans le tas prioritaire, qui demandent beaucoup de ressources. Et ça, ce ne sont pas des choses qui se font, je veux dire, comme on aurait souhaité, je veux dire, immédiatement, si il n'y a pas une brise en branle, si vous voulez, d'une dynamique d'ensemble entre les deux États. Donc cette volonté de se réunir constamment et d'essayer de voir ce qui ne marche pas ou ce qui marche est déjà une bonne chose. Maintenant au niveau sectoriel également, je l'ai dit aussi, l'ensemble des acteurs, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, du Burkina, se rencontrent pour essayer de voir et de mettre en œuvre un certain nombre de projets. Mais une fois de plus, je dis, peut-être que ce n'est pas suffisamment communiqué. Donc on a l'impression à la fin que, en fait, ce qu'on voit, c'est lorsque il y a le sommet entre les deux chefs d'État, on l'a dit tantôt, vous avez parlé de communication, voilà, où vous avez les images des deux chefs d'État. C'est un peu comme dans d'autres sommets du genre, que ce soit le sommet Afrique-Europe, que ce soit le sommet dans le cadre de la TICAD Afrique-Japon ou avec la Chine maintenant, et même avec la Corée, pour dire que ces rencontres en 2 ou 3, 4 jours ne suffisent pas, notamment pour pouvoir donner une certaine visibilité, donner l'impression aux populations qu'on travaille. Donc il faut que les populations également s'approprient cet outil, parce que les politiques balisent, essaient d'élaborer des cadres pour justement éviter qu'il y ait des difficultés. On l'a dit naturellement, il y a un brassage entre les deux peuples. Maintenant, si ce n'est pas mis dans des cadres, si ce n'est pas juridiquement bien ficelé, il peut y avoir souvent, malgré la volonté d'aller ensemble, certaines difficultés qui peuvent remettre en cause l'esprit même du TAC. Je pense que c'est en cela que les experts et les politiques travaillent là-dessus. Maintenant, après, il faut que les autres acteurs également aussi s'approprient l'outil et l'instrument pour pouvoir aussi donner un certain nombre, je vais dire, de dynamique et de résultats concrets. Et tout ça, c'est tout le monde qui est interpellé. Donc la partie, comme il a dit Geoffroy, la partie folklorique, ben, c'est tout juste pour donner à la population et donner aux deux peuples cette vision, cette image de dire que il y a deux peuples qui aujourd'hui ont intérêt à coopérer ensemble. Sinon, il y a beaucoup d'activités qui se font de façon très technique. Hein. Voilà. D'accord. Bernard, tout à l'heure on a parlé des enjeux du moment qui concernent en tout cas ce traité. Et pour cette édition 2019, on fait quand même remarquer que nous sommes à l'orée de 2020, qui sont c'est des dates de consultations électorales. On voit malheureusement que, on va pas dire malheureusement, curieusement que la question électorale n'est pas au cœur de ce TAC. Il est encore plus économique, parce que la principale information qui a fuité après le Conseil conjoint des ministres, c'est celui que le flux financier entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est en hausse. Et on n'a pas parlé véritablement, on n'a pas placé ces élections au cœur de ce TAC-là. Quel est votre regard? Je pense que c'est pour la simple raison que les élections concernent chaque pays. C'est d'abord des questions de souveraineté au niveau État, donc de chaque pays, donc que ce soit au Burkina, que ce soit la Côte d'Ivoire. Alors maintenant, s'il faut en parler, c'est peut-être s'entraider dans la mobilisation des ressources, peut-être pour organiser ces élections. Sinon, pour le reste, je vois pas les enjeux des élections. Oui, le Burkina Faso est en train d'expérimenter le vote des Burkinabés de l'étranger. La Côte d'Ivoire est un point essentiel de cette politique. Pour que les élections s'invitent, c'est par rapport aux difficultés de terrain. Voilà, parce que avec le dialogue politique qui a eu lieu, le Burkina a pris, les acteurs politiques ont pris l'engagement d'insérer dans le code électoral que les lieux de votation, donc pour les élections, puissent avoir lieu au niveau des ambassades, des consulats généraux ou de tout autre lieu en accord avec le pays concerné. Donc si ce débat s'invite, c'est peut-être déjà pour négocier avec la Côte d'Ivoire, pour dire, bon, il y a des élections qui arrivent chez nous, nous voudrons étendre les bureaux de vote au-delà de nos représentations diplomatiques, mais on a besoin de votre accord et de votre appui. Alors, accord et appui, parce que l'accord d'abord, parce que nous pouvons organiser partout dans les pays du monde, les gens organisent dans leur chancellerie. À Ouagadougou, les communautés étrangères votent dans leur chancellerie. C'est dans les consulats, c'est dans les ambassades. S'il faut aller au-delà, c'est le pays qui autorise. Mais l'implication du pays qui autorise, c'est la question sécuritaire.
Parce que si vous installez, vous avez, si le pays tiers vous accorde l'autorisation de déposer les urnes dans une école, mais il y a aussi la sécurité des lieux. Les agents de sécurité, les Burkinabés ne peuvent pas, les forces de défense et de sécurité burkinabés ne peuvent pas débarquer en Côte d'Ivoire sous prétexte qu'il y a des élections et les éléments viennent pour la sécurisation. Même quand ils sont en congé, pour quitter le territoire, il y a toute une procédure. Même quand ils sont en congé, il y a d'abord une procédure compliquée, il y a une procédure à respecter pour pouvoir quitter le territoire. Sinon vous avez des ennuis de l'autre côté de la frontière. N'en parlons pas d'un cas électoral. Quand les magistrats ont voulu aller là-bas pour les certificats de nationalité des Burkinabés, là-bas, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a d'abord une autorisation préalable. Ils ne sont pas autorisés effectivement à y accéder. Donc pour que le pays qui accueille ou votre communauté y est pour les élections accepte que vous sortez, c'est-à-dire il y a des engagements qui doivent être pris et qui doivent être respectés. Au-delà de cela, c'est compliqué. Donc j'ai dit, si la question électorale s'invite, c'est peut-être pour déjà négocier. Mais étant donné déjà que pour le moment, ce n'est même pas encore inséré dans le code électoral, cela fait partie des engagements qui ont été pris lors du dialogue politique, ça va être difficile que l'agenda électoral puisse s'inviter au niveau des TAC. Je rappelle que les Ivoiriens qui sont au Burkina ont toujours voté, mais ça ne s'est pas invité au TAC. Parce que, bon, il n'y a pas de problème, ça marche facilement. Donc, je pense que si le débat ne s'y invite pas, c'est compte tenu de l'actualité ou de la réalité du terrain. Voilà, Geoffroy, est-ce que c'est pertinent de n'avoir pas inscrit cette question au cœur de cet acte 2019 quand on considère le climat sociopolitique en Côte d'Ivoire, une équation à plusieurs inconnus, au Burkina Faso également, nous allons organiser en 2020 des élections. Est-ce que ne serait qu'une synergie d'action et de coopération pour permettre une pacification de ces élections? Parce que quoi qu'on dise, à toute conséquence, sinon à tout dégât, il y a des conséquences de part et d'autre sur l'un des pays. Non, mais comment on va pacifier ensemble les élections? Ce sera difficile, bien au contraire. C'est l'intrusion de l'un chez l'autre qui a toujours créé des problèmes sur la question des consultations électorales. C'est bien plutôt qu'on prenne garde d'une allée sur le terrain glissant. C'est ça la vérité aujourd'hui. C'est deux pays souverains, c'est deux pays indépendants qui discutent et ils ont des questions qui sont des questions souveraines, comme disait Bernard tout à l'heure. La question de l'organisation de vos élections, ça c'est des terrains glissants sur lesquels je ne pense pas qu'on ait des leçons à recevoir souvent de l'autre. Et puis très souvent, ce sont des intrusions très mal vues. Et je pense que pour ce qui est de l'histoire de nos deux peuples, on est assez prudent quand il s'agit des élections chez son voisin. Parce que très souvent, les velléités de déstabilisation ont souvent été portées en termes d'accusation par l'un des camps contre l'autre. On dit la base arrière c'est chez vous. Ça a été toujours comme ça. Ou bien le fomenteur vient de chez vous. Donc moi je pense que c'est des choses à ne pas... Chacun va pacifier sa chose. Et puis sur d'autres questions où on parle de coopération, où on peut arranger les choses, on peut discuter. Bon, pour moi le TAC a été l'occasion aussi d'aborder beaucoup d'autres points intéressants. Non, on va y venir, on a le temps. Non, je vais dire que... Non, ce que je veux dire, la question des élections, pour moi, ça, c'est des questions de souveraineté. Mais il y a des moments où, par exemple, le national qui se trouve là-bas, qui est en difficulté, a des problèmes, ou bien des groupes, là, ça devient intéressant d'aborder cela dans la question du TAC. C'est différent quand vous prenez la question du Mont Péco. C'est avec le TAC que ça a été très bien élagué et qu'on a même compris quelle était la dynamique ivoirienne concernant les Burkinabés qui résidaient dans cette forêt classée-là. Pour certains, c'était un acharnement. Après, les gens ont compris que même l'Ivoirien n'avait même pas le droit d'y rester. Donc, ça veut dire qu'il y avait une dynamique. Mais étant donné qu'il y a eu un laxisme pendant des années et qu'il y a des familles qui vivent et donc qui se nourrissent des cultures qu'ils ont dans ces forêts-là, il y a eu une façon progressive d'adopter pour pouvoir les y enlever. Et ça, le TAC, il faut reconnaître, a servi à beaucoup. Et il y a beaucoup d'autres questions comme ça qui, pour moi, en termes d'introduction pour le débat, sont enrichissants. Maintenant, si c'est pour dire à l'autre comment il doit faire, sur des questions qui sont dire comment on doit faire, mais comment sur lesquelles il est souverain, ça devient compliqué. Quoi, là, sur la question? Non, je pense que tout a été, ce sont des questions éminemment souveraines, c'est-à-dire ce sont des compétences et des questions qui sont traitées par des pays.
quand on organise des élections, je pense qu'il ne doit pas avoir d'intrusion. On peut apporter peut-être un soutien technique, comme ça se fait avec des partenaires multilatéraux, hein, en termes de logistique. Ça, c'est arrivé souvent entre les États où on peut se soutenir. Je crois que si une situation se présentait, on pourrait peut-être en termes de logistique essayer de voir dans quelle mesure, dans l'esprit du TAC, comment est-ce que le Burkina ou est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait apporter. Je pense que Bernard, dans son développement, a par exemple relevé un aspect, par exemple d'avoir de l'accord et de comment est-ce que on permet aux Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire et qui vont aller aux élections de pouvoir, je vais dire, le faire conformément à un certain nombre de dispositions, mais en tenant à l'esprit cette idée justement de la question, de régler la question de façon pacifique. Je crois que c'est surtout ça. Et dans l'esprit même du TAC, je crois que ces deux axes-là sont très importants. D'une part, la paix entre les différentes les deux États, mais aussi impulser la question du progrès. Je crois que ce sont les deux leviers sur lesquels, par exemple, s'inscrit ce TAC et ne doit pas perdre de vue. Donc, on peut se soutenir au niveau technique, on peut se soutenir au niveau de la logistique, mais ça ne s'arrête que là. Maintenant, après, on ne souhaite pas, s'il y a certainement des conséquences qui découlent de ces élections, comment est-ce qu'on remédie, comment est-ce qu'on essaie d'apporter une situation où un concours pour pouvoir trouver des solutions, je vais dire, entre les différents protagonistes. Je ne souhaite pas qu'il y ait une crise, je vais dire, post-électorale ou pré-électorale. En ce moment, peut-être que l'un ou l'autre peut, voilà, dans une tentative de s'apporter mutuellement assistance dans un cadre de dialogue politique. Même pour les questions, une fois de plus, ce sont des questions, évidemment, souveraines. Maintenant, c'est vrai que qui on parle d'élection, on parle forcément d'administration du territoire. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il y a aussi, sur ces aspects sectoriels, un certain nombre de questions qui sont débattues dans ce cadre, mais ça ne s'arrête qu'au niveau de l'assistance technique et de la contribution au niveau de la logistique. Donc, je pense effectivement aussi entendu parler de la coopération sur le plan sécuritaire. Bien sûr. Pour permettre justement... oui, aujourd'hui, c'est au regard du contexte et de la situation que connaît le Burkina, mais également l'ensemble de tous les États qui sont non seulement dans la bande sahélo-saharienne, mais aussi tous les États qui sont, on va dire, de façon plus large en Afrique de l'Ouest. Personne aujourd'hui n'est à l'abri d'une attaque terroriste. La Côte d'Ivoire l'a expérimenté déjà une fois et sont dans cette dynamique-là de coopérer ensemble. Donc il y a une coopération au niveau transfrontalière, coopération entre coopération policière, aussi une coopération au niveau du terrorisme, parce que le Burkina Faso, il faut le dire, depuis que nous avons connu cette expérience, nous sommes partis à plus de 15 accords protocoles sur les questions du terrorisme, pour dire jusqu'à quel point nous sommes impliqués. Nous avons besoin justement de la Côte d'Ivoire, qui est notre partenaire, je veux dire, le plus immédiat dans cet espace-là aussi, en tant que voisin, pour pouvoir nous aider aussi à lutter contre ce terrorisme. Donc c'est à la fois une question aussi qui relève de la sécurité intérieure, mais également aussi qu'il y a besoin qu'on ait une coopération bilatérale avec des États comme la Côte d'Ivoire. Et ça me permet de parler d'autres initiatives qui ne sont peut-être pas encore très visibles. Il y a une coopération qui est en train de se mettre aussi un peu dans cette dynamique-là avec le Ghana, qu'on appelle l'initiative d'Accra. Je crois que c'est dans cet esprit-là qu'on parle du chemin de fer Ouaga, je crois, Ouaga-Tenga. Et puis on a une coopération aussi transfrontalière entre le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo, qui est en train de se mettre aussi en branle. Pour dire que aujourd'hui, c'est peut-être le TAC qui a beaucoup plus de visibilité, mais le Burkina est très conscient parce que en termes de choix stratégiques, pour pouvoir intervenir sur la scène internationale, il y a beaucoup de choix, mais entre autres choix, nous avons intérêt par rapport à notre situation, le fait que nous soyons un pays enclavé qui est aussi un avantage, parce que nous avons 6 pays voisins, je pense que nous sommes au carrefour, et donc ça nous donne une position aussi stratégique. Et nous, l'un des objectifs stratégiques, c'est aussi la politique du bon voisinage. Et donc la politique du bon voisinage commence d'abord par avoir des relations, je vais dire, très accrues, très développées avec nos voisins immédiats. Et la Côte d'Ivoire fait partie de ces... Donc si on part de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on va l'étendre, je l'ai dit aussi tout à l'heure, avec d'autres voisins pour pouvoir nous permettre de régler
je dis pacifiquement, un certain nombre de situations qui peuvent arriver, mais également à nous aider mutuellement sur un certain nombre de questions qui ne relèvent plus aujourd'hui, si vous voulez, même si ce sont des questions régaliennes, mais qui peuvent être partagées avec l'expertise de la contribution aussi des autres États voisins. Je crois que c'est dans cet esprit que le TAC, à mon sens, une fois de plus, gagnerait à aller de l'avant pour le bonheur des populations. J'aimerais maintenant qu'on porte un regard sur la mise en œuvre opérationnelle des projets communs. Alors, Geoffroy, on sait que chaque TAC est en soi un diagnostic de la précédente édition avant d'envisager des perspectives. Et quand vous regardez l'édition 2018, quelles sont les notes de satisfaction et d'insatisfaction en ce qui vous concerne? Bon, je pense que quand on regarde la question du TAC, les questions pour moi qui sont essentielles, c'est toujours la route, le chemin de fer, la question de l'énergie et un peu aussi des mines, quoi qu'on dise. Mais bon, je pense que l'une des satisfactions aussi, c'est la question de l'énergie, parce que là-dessus, la Côte d'Ivoire avait fait beaucoup, a accepté beaucoup de revoir à la hausse ce qui nous était proposé lorsque nous étions en besoin. Et je pense qu'actuellement, on tourne autour de 70 mégawatts. La vraie promesse c'était d'aller jusqu'à 90. Ça, c'est en train de traîner. Ça, c'est des réalités, c'est en train de traîner, mais je pense que quand on voit aussi ce qui s'est passé à Abidjan il n'y a pas si longtemps, avec la question des plaintes pour ce qui est même des factures d'électricité, vous comprenez que si le citoyen se dit qu'il paie l'électricité très cher, quand ça vous est vendu très cher, ça veut dire que ça commence à devenir un problème sur la façon dont vous pouvez fournir cela aux autres. Et puis on a regardé un peu aussi les quelques soucis qu'il y a eu, qu'on ne connaissait pas trop en Côte d'Ivoire, sur la question de fourniture d'électricité, même de l'eau. Donc ça veut dire qu'ils étaient un peu mal à l'aise sur ce chapitre-là. Donc on comprend peut-être que on n'est pas atteint ce qu'on veut, mais moi je pense que la fourniture habituelle, elle a connu quand même une bonification. Il y a cette réalité, mais la question de la route, ça c'est la grosse question aujourd'hui. C'est les grands enjeux, parce que c'est ce qui est attendu depuis. Prenez la voie, quittez Ouagadougou, allez à Abidjan, vous allez comprendre que il y a un moment donné où vous devriez que faire des déviations. Parce qu'il y a des soucis. Et je pense que c'est ce que ce TAC-là devrait permettre d'identifier. Quels sont les goulots d'étranglement. On sait à qui on a donné le marché, on sait les problèmes qu'il y a par moment et tout. Et les entreprises qui elles-mêmes aussi, c'est peut-être pas sur le front Côte d'Ivoire, comment dire cela, le front Côte d'Ivoire Burkina qu'ils sont inquiétés, mais ailleurs ils sont dans beaucoup de turpitude. Donc c'est une réalité, ça impacte, et c'est la même entreprise, ça impacte souvent aussi les projets qu'ils ont ici et là. Donc je dis, ce sera le moment peut-être d'identifier ce qui se passe et puis voir comment ça peut être réglé. Il y a la question aussi du chemin de fer, je le disais, ça devrait aller jusqu'à Tambao, c'est l'extension on veut maintenant. Donc, et ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir permis qu'il y ait ces rencontres-là de cette commission interministérielle de suivi. Je disais que la dernière fois c'était à Bobo du Lasso, c'était en mai, si ma mémoire elle est bonne. Donc ça veut dire que on n'attend pas chaque TAC pour venir faire le point. C'est-à-dire entre deux TAC, les ministères et qui ont des questions transversales continuent de travailler ensemble avec ces experts pour faire des propositions, voir où est-ce qu'on en est, et pour ce qui est des recommandations, quelle implémentation on en fait. Et la dynamique, pour moi, elle est bonne, parce que vous regardez, il y a les experts qui travaillent un peu avant, après il y a les ministres qui viennent, et puis tout cela sera soumis, c'est aujourd'hui, voilà, aux chefs d'État qui vont entériner. Mais quand ils entérinent, c'est pour corriger les imperfections du passé. Et pour moi, quand on regarde, globalement ça avance. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Sur les questions de l'énergie, globalement, ça avance. Sur les questions des routes, il y a un souci. Maintenant, il faut qu'on nous dise clairement c'est où le manque. Certainement après la conclusion de ce évidemment. Jour. Et puis le chemin de fer, vous vous rappelez qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu quelques semaines où il y a eu des problèmes. On avait un pan qui était carrément cassé. Très vite, ils ont essayé de remédier, mais vous prenez le trait, vous allez voir que la célérité, c'est pas l'acquis, hein. C'est pas l'acquis. Alors que le flux de marchandises qui transitent, il est très important, et c'est un projet que les deux pays souhaitent voir terminer rapidement. D'accord. Bernard, pour ne pas revenir sur ce que Geoffroy, je pose la question, Bernard, donc pour ne pas revenir sur ces questions déjà soulevées par Geoffroy, je vous amène sur un autre terrain. C'est la question, par exemple, beaucoup de gens se posent la question à savoir que sont devenus les fonds promis aux jeunes et aux femmes dans le cadre de cette coopération, et même la question aussi du Montpéco, qui reste encore une question en suspens. Votre regard là-dessus? Alors sur la question du fonds,
j'ai vu un communiqué des deux pays qui demandait que les jeunes puissent effectivement faire de la souscription, présenter leur projet pour étude. Ça, j'ai vu ce communiqué-là circuler. Donc, pour dire qu'il y a déjà une avancée à ce niveau-là par rapport au fonds pour les femmes et les jeunes des deux pays. Il y a, donc, en tout cas, l'appel à projet, l'appel à soumissionner a été lancé. Donc, on attendra maintenant, à l'issue de cet acte-là, pour voir comment est-ce que les choses ont véritablement évolué à ce niveau-là. En ce qui concerne effectivement le Mont Péco, qui a plusieurs fois fait l'objet des rencontres du TAC, c'est la question de cette occupation illégale et anarchique d'une forêt classée. Et ce n'est pas la seule forêt classée en Côte d'Ivoire où nos compatriotes s'y sont établis. En 2016, à la rencontre entre le président du Faso et les Burkinabés de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, les uns et les autres n'avaient pas fait mystère excusez-moi le terme, mais c'est ce qu'ils ont dit en son temps là-bas, de cette indiscipline des Burkinabés qui partent occuper des forêts classées et après qui disent non, ils ont investi et ils ne bougent pas. Alors que c'est ce que les Ivoiriens ne font même pas sur leur sol que nos compatriotes font. Et après, ça devient effectivement un autre problème. Donc là, c'est un discours de vérité qu'il faut tenir à nos compatriotes. Parce que même ici, il ne viendra pas à l'esprit d'un Burkinabé d'aller dans une forêt classée. Il faut aller couper Bangrego. Il faut y aller. Même la cigarette, même la fumée vous y est interdite. Donc, c'est pas ailleurs que vous allez aller faire ça. Donc, il y a cette réalité-là et cette vérité à dire. On tient compte du contexte pendant lequel, quand même, les Burkinabés ont pris d'assaut ces lieux. Oui, mais quand vous dites de tenir compte, c'est comme si vous dites de dire, bon, comme le voleur a expliqué dans quelles conditions il a volé, on peut le comprendre. Non, c'est pour ça que son règlement fait l'objet de... Je suis d'accord. C'est une question sensible. Une appréciation politique. C'est une question sensible. Mais la réalité, c'est que quand vous regardez ceux qui sont allés, ce pas des gens qui n'avaient rien à faire. Hein. C'est des planteurs qui sont dans d'autres plantations, mais qui sont allés créer de nouvelles plantations. C'est cette réalité-là qui est là, mais qui se présente comme des victimes parce qu'il met soit son petit frère ou son cousin. Et quand vous venez, effectivement, c'est un visage jeune qui vient de commencer ses premiers champs, alors que parmi eux, il y en a qui sont des relais qui sont venus pour une nouvelle plantation. C'est vrai qu'il y en a qui étaient à leur première plantation, mais certains ne sont pas leur première plantation, ce sont des planteurs qui ont déporté leur activité sur d'autres sites pour encore faire du chiffre. Donc il y a cette réalité-là aussi qu'il faut avoir. C'est vrai, mais le discours de vérité implique que, c'est vrai, vous êtes venu à un moment donné où il y avait des problèmes sécuritaires en Côte d'Ivoire. Mais c'est fini. Il y a eu un laisser-aller, vous êtes venu, mais écoutez, la place ne vous appartient pas. Retournez. Mais il y a un travail à faire, il y a un accompagnement à faire, il y a un processus d'accompagnement à faire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un social, parce que vous avez des gens qui ont fait des investissements, qui attendent de récolter des dividendes. Mais la réalité, c'est que c'est une zone interdite. Vous êtes trompé, on est d'accord. Mais quand on s'est trompé, on est rentré dans une zone interdite, vous reprenez. Si vous avez la chance d'être toujours en vie, vous reprenez. Il y a des zones interdites, quand vous rentrez, vous ne pouvez plus vous en sortir. Mais au moins, là, vous avez l'avantage. Maintenant, ce qu'ils demandaient, c'est un processus d'accompagnement pour quitter. Mais même là, quand il y a un délai qui est donné, à l'arrivée du délai, ils disent que nos productions, là, après cette récolte, on s'en va. Mais après la récolte, ils repartent de plus belle. Donc il y a le discours de vérité, effectivement, à tenir. Voilà, donc je pense qu'il y a cette réalité qui est là en ce qui concerne le monde. Monsieur Kolaga, votre regard sur les points de haute importance? Oui, mais je pense qu'il y a dans ce texte ce qu'on appelle évidemment les projets prioritaires, parce qu'il y en a plusieurs projets qui sont répartis entre les différents ministères qui travaillent, je vais dire conjointement, qui n'attendent pas forcément la réunion des experts ou qui n'attendent pas des sommets pour pouvoir... un débat de ces questions. Donc ce sont des sujets entre des ministères qui travaillent, qui essaient de mettre en œuvre un certain nombre de décisions qui ont été prises et dont on doit pouvoir obtenir les résultats, mais qui, une fois de plus, ne sont peut-être pas toujours souvent portés. Maintenant, les projets prioritaires, on l'a dit, c'est l'autoroute. Je voudrais relativiser par rapport au propos de Geoffroy sur la question. Je crois que au niveau de la partie ivoirienne, il faut saluer quand même des efforts qui ont été faits pour pouvoir justement rentrer dans l'esprit de cet acte-là. Quand vous prenez le tronçon, en tout cas d'Abidjan jusqu'à à l'époque c'était jusqu'à Yamoussoukro, maintenant je crois qu'il y a un prolongement, les négociations ont été tenues, qui est en train de venir maintenant pratiquement vers la frontière enfin de Burkinabé.
il y a à ce niveau-là les lignes ont bougé. Maintenant au niveau de Burkina Faso, contrairement à ce qu'on pense aussi, on parlait d'études il y a quelques années, les études étaient bouclées, mais je pense qu'il y a déjà quelques pas significatifs qui ont été plus ou moins matérialisés, et on a espoir que d'ici là, les populations véritablement vont voir les résultats de cet acte, même si on aurait aimé que ça vienne un peu plus vite. Maintenant, maintenant par rapport au chemin de fer, je crois que ça coince un peu aussi parce que les deux États sont parfaitement d'accord, sont en harmonie. Maintenant, il n'y a pas que les deux États, il y a des partenaires aussi, il y a des investisseurs sur le projet. Je crois que votre actualité est revenue sur un certain nombre de situations qui ont coincé en termes de négociations. Et ça aussi, ce sont des choses qui doivent être traitées, je crois, au cours de cet acte-là, pour pouvoir permettre que les choses aillent très rapidement, pour qu'on puisse effectivement réduire la distance avec, par exemple, le chemin de fer, et permettre aux marchandises, aux populations de se déplacer très facilement. Il y a un point aussi qu'on oublie, c'est le secteur privé. Parce que le fait qu'on permette à ce secteur privé burkinabé et ivoirien là, de se rencontrer, ça a commencé, c'est l'année passée. Le forum, ça c'était pas moins les 300 quand même chefs d'entreprise qu'on avait, et ça c'est un bon point. En fait, sur l'autoroute, nos autorités avaient dit que dans le premier trimestre de 2018, les travaux allaient être lancés. Ça, on n'était plus au stade de faisabilité. C'est ça. Ça, l'affirmation a été faite par le ministre Alpha Bari. C'est ça. Jusqu'au plus tard, premier trimestre 2018, les travaux allaient être lancés. Financement bouclé, travaux de faisabilité bouclés. Mais nous sommes en juillet 2019. Donc c'est largement dépassé. Qu'est-ce qui a fait que la machine a coincé? Moi je partage le même espoir. Non, c'est pas au-delà de l'espoir. Mais fondant sur la parole, la promesse de nos autorités, il y a quand même à un niveau de la machine, ça coince. Et c'est à quel niveau exactement? Là, on ne le sait pas. Peut-être qu'à la sortie de ce acte, à la conclusion, on en saura davantage. Mais sur le plan chemin de fer, n'oublions pas aussi qu'au niveau du Burkina Faso, il y a cette société civile-là aussi qui est plus ou moins contre le projet par rapport à certains points du projet. Les rails, la qualité des rails qui vont être posés, qui font que c'est les mêmes entreprises qui vont avoir, alors qu'ailleurs, c'est la même plus qualité des rails qui est utilisée. Donc, ils nous condamnent à travailler avec un certain nombre d'entreprises dont ils doutent de la qualité et ou de la fiabilité. Je pense qu'il y a ces réalités-là aussi sur le terrain qui font coincer. Mais il y a un projet d'envergure qu'on a oublié. Il y a le pipeline qui avait été initié pour faciliter les choses. On ne va pas aborder. On sait que d'ici la fin de la journée, aujourd'hui 31 juillet, on aura des résolutions, on aura des recommandations. On aura certainement l'occasion d'y revenir pour en apprécier dans son contenu. Merci à vous, Marie-Paul Kwalga, consultant en relations internationales. Merci au juge au siège, Geoffroy Varey Ben Aboukma. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. On vous retrouve donc demain pour notre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.